Partie 2. Les 4 dettes à éviter après 60 ans. Leçons de sagesse financière, de responsabilité, de bonté et de temps. Chers amis, atteindre l'âge de 60 ans signifie que nous approchons progressivement du dernier virage du cycle de la vie. Naissance, vieillissement, maladie et mort. Que cela nous plaise ou non, le temps qu'il nous reste dans ce monde raccourcit chaque jour qui passe. Certaines dettes peuvent être remboursées, mais il y en a d'autres que nous n'aurons peut-être jamais le temps ou l'énergie de régler. Après 60 ans, il y a 4 types de dettes que vous devez absolument éviter. Tout d'abord, il y a la dette financière. Imaginez ceci. Monsieur T a été conduit d'urgence à l'hôpital, mais lorsqu'il a cherché ses économies, il n'y avait plus rien. Il avait prêté tout son argent, celui qu'il avait mis de côté pour sa vieillesse, à un ami dans le besoin. Maintenant, au moment où il en avait le plus besoin, son ami ne pouvait pas ou ne voulait pas le rembourser. Monsieur T a partagé qu'il considérait cet ami comme un frère, un collègue avec qui il avait travaillé pendant des années. Avant de prendre sa retraite, son ami a rencontré des difficultés financières et lui a demandé un prêt. Monsieur T, ayant plus de 100 millions de VND à la banque, n'a pas hésité. Il a retiré l'argent et l'a remis sans aucun document, se fiant à leur amitié. Son ami a promis de le rembourser en quelques mois, mais des années ont passé et la dette reste impayée. Lorsque M. T avait besoin d'argent pour des dépenses médicales, il s'est tourné vers lui, mais son ami trouvait des excuses ou ne répondait pas. Finalement, l'ami a rendu une fraction de l'argent, mais avec ressentiment, disant « Je suis aussi malade et je ne peux même pas me permettre de voir un médecin. Pourtant, tu continues de me réclamer de l'argent. » D'autres fois, lorsque M. T avait des dépenses urgentes, comme des réparations de maison ou des obligations familiales, ses appels restaient sans réponse, et lorsqu'il rendait visite à son ami, il était accueilli avec gêne et hostilité. La dette, qui avait commencé comme un geste de bonne volonté, a maintenant terni une amitié autrefois précieuse. Chers amis, en vieillissant, nous valorisons nos relations plus que jamais, et il est naturel de vouloir aider financièrement les proches en difficulté. Cependant, peu importe la proximité, prêter de l'argent peut mettre à rude épreuve même les liens les plus solides. De nombreuses familles se sont divisées à cause de dettes impayées. Pour éviter la douleur de courir après de l'argent emprunté, il est préférable d'être prudent dès le départ. Considérez la capacité de remboursement de l'emprunteur avant de prêter. Si vous avez des doutes, mieux vaut dire non ou ne prêter qu'une petite somme. Soyez particulièrement méfiant envers les promesses de rendement élevés ou les plans d'affaires vagues. Si un proche a besoin d'argent pour des raisons urgentes, comme l'achat d'une maison, un mariage ou des frais médicaux, aidez-le d'une manière qui convient à votre situation financière. Et si c'est vous qui empruntez, assurez-vous d'avoir un plan pour rembourser. N'oubliez pas qu'à un âge avancé, au-delà des pensions et des économies, les revenus sont souvent limités. Si vous vous trouvez dans l'incapacité de rembourser un prêt, communiquez ouvertement. Ne restez pas simplement silencieux en espérant que le problème disparaisse. Un manque de responsabilité peut briser des relations et à la fin, l'argent et les biens matériels prendront le dessus sur ce qui compte vraiment. Votre réputation et votre dignité dans la vieillesse sont bien trop précieuses pour être perdues à cause de dettes impayées. Deuxième dette, la dette de responsabilité. Permettez-moi de partager avec vous une histoire qui nous rappelle la profonde responsabilité que nous portons tous dans la vie, particulièrement dans les liens du mariage et de la famille. Madame H a passé des décennies dans un mariage empli de solitude, malgré la présence d'un partenaire. Son mari, Monsieur L, était un homme qui fuyait ses responsabilités, tant envers sa famille qu'envers le mariage lui-même. Pendant des années, même H a porté seul le fardeau, se levant tôt pour préparer les repas, emmenant les enfants à l'école et luttant pour joindre les deux bouts. Tandis qu'elle travaillait sans relâche, son mari passait ses journées à profiter de la vie, mangeant à l'extérieur et s'amusant avec ses amis, sans jamais penser à la pression qu'il imposait à sa femme et à sa famille. Lorsque leurs enfants sont entrés à l'université, les besoins financiers se sont encore accrus. Chaque semestre, même H devait affronter la tâche ardue de rassembler suffisamment d'argent pour payer leurs études. Cependant,
Chaque fois qu'elle demandait de l'aide à son mari, il répondait avec colère et donnait seulement une fraction de ce qui était nécessaire, la forçant à emprunter de l'argent et à se débrouiller comme elle le pouvait. Malgré ses tentatives de le raisonner, à travers des conversations douces ou des disputes houleuses, Monsieur, elle restait ferme dans son refus de contribuer, craignant que l'argent donné puisse profiter à la famille de Madame H. Pendant longtemps, Madame H a envisagé le divorce, mais hésitait, pensant à l'impact que cela pourrait avoir sur leurs enfants. Monsieur L, percevant son hésitation, ne faisait que s'enhardir dans son mépris de ses devoirs. Mais un jour, Madame H a eu un déclic. Elle a réalisé que rester avec un homme si dénué de responsabilité ne pouvait que nuire à ses enfants, leur enseignant à suivre l'exemple de leur père. Ainsi, une fois ses enfants diplômés, elle a pris la courageuse décision de partir. Monsieur L, confiant que sa femme ne pourrait pas survivre sans lui, a signé les papiers du divorce avec un sourire narquois. Mais Madame H, plus forte qu'il ne l'avait jamais imaginé, a pris ses enfants et est partie, rompant tous les liens avec son passé. Elle a changé de numéro de téléphone et a déménagé, déterminée à construire une nouvelle vie, libre de l'ombre de son ancien mari. Elle voulait que Monsieur L ressente la solitude qu'il lui avait imposée, qu'il réfléchisse aux années qu'il avait gaspillées par sa négligence et son manque d'amour. Dans les années qui ont suivi, la santé de Monsieur L a commencé à se détériorer, conséquence de son mode de vie imprudent. Souffrant de cirrhose, il s'est retrouvé seul, incapable de se tourner vers la famille qu'il avait négligée si longtemps. Honteux, il est retourné dans sa ville natale, dépendant de ses proches pour prendre soin de lui. Ce n'est que 4 ans après le divorce que Madame H est retournée dans sa ville natale avec ses enfants, qui ont rendu visite à leur famille paternelle. À ce moment-là, Monsieur L était rempli de regrets, réalisant enfin que sa négligence lui avait coûté les personnes qu'il aimait le plus. Chers amis, la vie nous impose des responsabilités, surtout dans les liens sacrés du mariage. En tant qu'époux, nous devons travailler ensemble, bâtir une vie côte à côte, rester loyaux l'un envers l'autre. En tant que parents, nous devons élever nos enfants avec amour et soin. En tant que frères et sœurs, nous devons nous soutenir dans les défis de la vie, partager à la fois la joie et la peine. Ce n'est qu'en assumant ces responsabilités que nous pouvons espérer un avenir rempli de l'amour, du respect et du bonheur de ceux qui nous entourent en vieillissant. Si vous trouvez cette vidéo inspirante et motivante pour passer à l'action, commentez le chiffre 9. Sinon, commentez le chiffre 0. Votre avis compte beaucoup pour nous. Merci pour votre temps précieux. La 3e dette, la dette de la bonté. Il y a un vieux dicton. Si vous devenez un haut fonctionnaire, votre fortune familiale diminuera. Si vous devenez riche, votre argent disparaîtra. Mais si vous êtes bon, vous survivrez aux grandes calamités. Au début des années 1950, ma famille vivait dans une région montagneuse du Nord-Est. Mes parents étaient des gens simples et bienveillants qui vivaient de l'agriculture. Ils ne gagnaient pas beaucoup, mais comparé à d'autres, notre vie était relativement stable. À cette époque, de nombreux citadins déménageaient à la campagne pour cultiver la terre, espérant simplement avoir assez à manger et éviter la famine. C'est pendant cette période qu'un homme nommé Monsieur Bache est arrivé dans notre village. Il a construit une maison simple dans les montagnes et passait ses journées à défricher la terre et à cultiver. Cependant, sa maison s'est finalement effondrée, la rendant inhabitable. Il a alors cherché refuge chez sa fille adoptive, qui vivait dans le village. Mais peu de temps après, elle l'a également chassé de chez elle. Monsieur Bache avait 73 ans, ne pouvait plus travailler et n'avait pas d'argent. Pendant la journée, des étrangers de passage l'invitaient à partager un repas avant qu'il ne continue son chemin. La nuit, il lui offrait un endroit pour dormir, lui demandant de repartir le lendemain. Tout le village savait que mes parents étaient gentils et traitaient toujours bien les autres. Ainsi, lorsque M. Bache a appris cela, il est venu chez nous et a supplié mes parents de le laisser rester pour l'hiver, promettant de trouver une autre solution l'année suivante. En voyant combien il était pitoyable, mes parents ont accepté sa demande. Bien que M. Bache ne soit pas un parent, nous vivions tous ensemble joyeusement. Mes parents prenaient soin de lui comme s'il faisait partie de la famille. Mais les bons moments n'ont pas duré longtemps.
Monsieur Bache est tombé malade et ne pouvait plus se lever. Mes parents ont tout fait pour s'occuper de lui. Il en était profondément ému, disant qu'il avait trouvé de bonnes personnes et promettant que s'il guérissait, il rembourserait leur bonté l'année suivante. S'il mourait, il les rembourserait dans sa prochaine vie. Monsieur Bach a demandé à mon père d'écrire une lettre à son frère cadet. Mon père l'a rassuré en lui disant de ne pas s'inquiéter, qu'il allait bientôt se rétablir et que la malchance associée à l'âge de 73 ans passerait. Cependant, avec le temps, il est devenu évident que son état ne s'améliorait pas. Un matin d'hiver, M. Bach est décédé, incapable de survivre à la saison froide. Peu de temps après la mort de M. Bach, son frère cadet est venu chez nous pour l'emmener, mais il est arrivé trop tard. Il a remercié ma famille d'avoir pris soin de son frère en disant « Mon frère est parti trop tôt. Merci pour votre bonté. Dans sa prochaine vie, il se réincarnera en buffle blanc pour rembourser votre grande gentillesse. » Cette petite fille, en parlant de ma sœur, qui avait environ 8 ou 9 ans à l'époque, pourrait rencontrer ce buffle blanc. Mes parents ont entendu cela, mais n'y ont pas prêté attention, car à l'époque, il n'y avait que des buffles noirs, d'eau ou jaunes. Personne n'avait jamais entendu parler d'un buffle blanc. Quelques années plus tard, la famille de ma sœur a élevé un buffle. À la surprise générale, il a donné naissance à un veau blanc. Le buffle blanc, encore humide de sa naissance et vacillant sur ses pattes, s'est levé et a marché vers le chemin de montagne, se dirigeant droit vers un ruisseau. En chemin, il a passé devant 7 ou 8 tombes sans s'arrêter, s'arrêtant finalement à la tombe de M. Bach, où il est resté longtemps. Ma sœur a essayé de l'arrêter, mais n'y est pas parvenue, et ce n'est que lorsque mon neveu est revenu des champs qu'ils ont réussi à ramener le veau à la maison. Ce buffle blanc est devenu le meilleur du troupeau, fort, en bonne santé et prolifique, donnant naissance à un veau chaque année, qui pouvait être vendu à un prix élevé. Mes parents sont décédés au cours des 5 dernières années, tous deux à l'âge de 80 ans. On dit qu'ils ont vécu longtemps et paisiblement grâce à la bonté qu'ils ont manifestée durant leur vie. La 4e dette, la dette du temps. À plus de 50 ans, avec 2 enfants adultes qui ont tous deux obtenu leur diplôme et décroché des emplois stables, ma vie pourrait sembler être un exemple de réussite. Nous étions une famille construite sur l'amour, un amour qui a commencé à l'école et s'est épanoui dans le mariage. Mon mari, un homme bon, est devenu de plus en plus excentrique au fil des ans, s'éloignant souvent des autres. Il est fier de sa richesse et de son statut, parfois au point de regarder les autres de haut. Bien que je sois parvenu à l'accepter, quelque chose de bien plus troublant s'est produit. Notre lien émotionnel s'est rompu depuis 4 ans. Il ne montre plus d'affection, ni pour moi, ni même pour nos enfants. Parfois, j'ai l'impression qu'il considère sa présence dans notre famille comme un cadeau, une faveur qu'il nous accorde. Avec le temps, mes enfants et moi avons trouvé nos propres joies, l'excluant progressivement de nos vies. J'ai cherché du réconfort auprès de mes enfants, leur gentillesse et leur réussite devenant ma source de consolation. Mon mari, propriétaire d'une entreprise privée, est toujours occupé, souvent en déplacement professionnel même les week-ends. Je comprends qu'il travaille dur pour subvenir à nos besoins et il a toujours été généreux envers notre famille ainsi que ses proches. Mais malgré cela, je ressens souvent une profonde tristesse, une solitude qui devient de plus en plus forte, surtout pendant les fêtes et même les jours ordinaires. Nous ne sommes plus vraiment un couple. Je me sens davantage comme une gouvernante dans sa vie. L'année dernière, j'ai pris ma retraite et maintenant je passe la plupart de mes journées à la maison où les nuits sont encore plus solitaires et le silence encore plus profond. Mes chers amis, l'argent peut acheter une maison, mais il ne peut pas acheter un foyer. Il ne peut pas acheter les rires des enfants, ni le visage joyeux d'une épouse aimante. L'argent ne peut pas guérir les blessures dans le cœur d'un enfant causées par un manque d'attention parentale. Il ne peut pas effacer la solitude ressentie par une épouse, ni prolonger la chaleur d'une famille réunie. Le temps est éphémère, et c'est le cadeau le plus précieux que vous puissiez offrir à ceux que vous aimez. Ne laissez pas le temps s'écouler, laissant derrière lui une dette qui ne pourra jamais être remboursée. Passez-le avec vos proches.
plus que vous ne le pensez nécessaire, car vous ne savez jamais combien de temps il vous reste pour prendre soin d'eux, partager avec eux et les chérir. Ne tardez pas jusqu'à ce qu'il soit trop tard, quand il ne reste que des regrets pour le temps que vous ne pourrez jamais récupérer. Partie 2. Quand vous prenez votre retraite, ne donnez jamais de telles choses à vos enfants, surtout après 70 ans. Dans une époque où les liens familiaux sont souvent mis à l'épreuve par les pressions de la vie moderne, l'histoire de M. Bernie remet en question notre compréhension de l'amour parental et des attentes. Imaginez consacrer toute votre vie à élever et soutenir vos enfants pour ensuite vous sentir oublié et non apprécié dans vos années d'or. Monsieur Bernie et sa femme, autrefois des parents dévoués qui n'ont ménagé aucun effort ni dépense pour offrir à leur fils les meilleures chances possibles, se retrouvent maintenant à un carrefour. Leur histoire est un rappel poignant que si l'amour parental est sans limite, il doit parfois affronter les dures réalités des dynamiques familiales changeantes. Plongez dans ce récit captivant pour découvrir pourquoi M. Bernie choisit de protéger ses économies de retraite en priorisant son indépendance plutôt que le soutien inconditionnel, et ce que cela signifie pour les retraités confrontés à des dilemmes émotionnels et financiers similaires. Cependant, il y a des exceptions. M. Bernie, de notre quartier, n'est pas comme cela. Lui et sa femme étaient autrefois des fonctionnaires, gagnant de bons salaires et épargnant beaucoup d'argent. Aujourd'hui, ils sont tous deux à la retraite et leur pension combinée dépasse les 5 000 $ américains. Malgré cela, ils n'ont pas donné un centime à leurs enfants depuis leur retraite, ce qui intrigue les gens. Alors que d'autres parents sont impatients de donner de l'argent à leurs enfants, eux refusent fermement. Que peuvent-ils bien penser? Écoutons l'histoire de M. Bernie et comprenons les raisons derrière cela. M. Bernie déclare « J'ai 72 ans cette année, retraité depuis 12 ans. Ma femme a 5 ans de moins que moi et est également à la retraite depuis plus d'une décennie. Nous avons tous deux travaillé dans des entreprises publiques, donc nos pensions mensuelles combinées dépassent 5 000 $ américains. Avec de tels fonds de retraite, nous vivons confortablement, profitant de tout ce que nous voulons et voyageant à notre guise. Nous ne nous privons de rien. Après avoir travaillé dur pendant la moitié de nos vies, la retraite est un moment pour profiter de la vie. Malgré notre situation confortable, nous n'avons jamais dépensé un centime pour nos enfants. Certains pourraient demander, avec des pensions si élevées, n'aurions-nous pas un peu d'argent chaque mois pour aider nos enfants? Après tout, les jeunes ont la vie dure et les parents devraient les aider. Cependant, ma femme et moi préférons garder l'argent pour nous-mêmes, même s'il perd de sa valeur, plutôt que de le dépenser pour nos enfants. Il poursuit. Nos actions ne sont pas sans cœur. Nous avons observé le comportement de nos deux fils qui nous a laissés froids. Ma femme et moi avons lutté dans la vie et savons à quel point la pauvreté est douloureuse. Lorsque nos vies se sont améliorées après avoir intégré la fonction publique, nous avons été très attentionnés et aimants envers nos deux fils. Cependant, nous avions des limites. Nous ne ménagions aucune dépense pour ce dont ils avaient besoin, mais refusions fermement de dépenser pour ce qui n'était pas nécessaire. Peut-être en raison de ma philosophie éducative basée sur la mesure et la tact, les deux garçons ont toujours excellé depuis leur enfance. Ils étaient brillants à l'école, ont été admis dans des universités prestigieuses, ont obtenu leur diplôme, trouvé un emploi dans de grandes villes, se sont mariés et ont eu des enfants. Tout était fluide et stable. Beaucoup nous admiraient, disant que nous les avions bien élevés. Nos fils sont devenus des cols blancs dans de grandes villes, réussissant dans leur carrière. M. Bernie ajoute, « Bien que nos deux fils aient été remarquables, ma femme et moi avons beaucoup fait pour les aider à construire leur famille et leur carrière. Après que notre fils aîné a obtenu son diplôme universitaire, nous avons arrangé pour lui un poste dans une entreprise publique grâce à une recommandation. Lorsqu'il s'est marié, nous avons payé l'acompte de sa nouvelle maison, environ 100 000 $ américains. Plus tard, lorsqu'il a acheté une voiture, nous avons sponsorisé 5 000 $. Quant à notre plus jeune fils, sa spécialité universitaire était relativement impopulaire,
ce qui lui a rendu difficile de trouver un emploi après l'obtention de son diplôme. Nous avons donc dépensé de l'argent pour lui permettre de poursuivre ses études. Il n'a obtenu un emploi stable qu'après de 30 ans. Lorsqu'il s'est marié, il a épousé une femme d'une autre province et nous avons dépensé plus de 50 000 $ américains pour sa dot. De plus, nous avons acheté une maison pour les 2 frères, dépensant toutes les économies que nous avions accumulées au cours de notre vie. Monsieur Bernie partage. Plus tard, ils ont tous deux eu des enfants. Alors ma femme et moi avons pris une retraite anticipée pour nous occuper d'eux. Ma femme a pris sa retraite à 50 ans pour s'occuper de notre petit-fils aîné et moi à 60 ans pour m'occuper de notre petite-fille cadette. Ce n'est que lorsque les 2 enfants ont commencé l'école que nous avons pu nous reposer. On peut dire que nous avons tout donné pour nos 2 fils, en leur consacrant tout. Nous pensions qu'avec notre dévouement désintéressé, ils finiraient par prendre soin de nous, mais au final, il n'y avait aucune piété filiale, seulement un désir de profiter de nous. En général, là où il y a des personnes âgées, il y a un foyer, et les enfants devraient souvent venir rendre visite. Mais nos fils sont différents. Ils viennent rarement à la maison pendant les fêtes et appellent peu. Notre fils aîné vit à seulement 300 km, à 4 heures de route, mais il ne vient qu'une fois par an, généralement pour le Nouvel An chinois. À chaque fois, il arrive les mains vides et repart avec des cadeaux. Je me souviens d'une année, se rappelle M. Bernie, alors que les enfants des voisins apportaient des sacs de provisions et des cadeaux à leurs parents, notre fils aîné était extrêmement avare. Il est venu avec son SUV, mais n'a apporté que 2 vêtements pour ma femme et moi, sans aucun cadeau pour le Nouvel An. Alors que les autres enfants donnent des enveloppes rouges à leurs parents pour le réveillon du Nouvel An, notre fils aîné ne l'a jamais fait. Seuls nos petits-enfants ont eu la gentillesse de nous offrir leurs enveloppes rouges. Avant même la fin du Nouvel An, notre fils partait, vidant les provisions du Nouvel An que nous avions préparées pour la famille. Cette année-là, j'ai trouvé que notre fils et notre belle-fille allaient trop loin, alors je leur ai fait quelques remarques. Mon fils a répondu « De toute façon, vous êtes tous les 2 si vieux maintenant, vous ne pouvez pas manger autant, et c'est un gaspillage de laisser des choses à la maison. » M. Bernie poursuit. Notre fils cadet était encore plus excessif. Lorsque nous lui avons acheté une maison, il a demandé de l'argent pour acheter une voiture. Quand il demandait de l'argent, son ton était celui d'un bandit, disant directement « Papa, je veux acheter une voiture. Transfère-moi rapidement 60 000 $. Fais-le maintenant. » J'ai été très mal à l'aise avec cette attitude exigeante de mon fils. Cela m'a donné l'impression qu'il pensait qu'il était le père et que j'étais le fils. Alors, j'ai refusé. Bien que nous puissions nous permettre de lui donner 70 000 $, je n'aimais pas que mon fils demande de l'argent de cette manière, surtout qu'il avait déjà une voiture. En acheter une autre aurait été du gaspillage. M. Bernie explique. Plus tard, lorsqu'il n'a pas pu obtenir d'argent pour la voiture, il a trouvé d'autres moyens de demander de l'argent, disant qu'il en avait besoin pour rénover la maison ou démarrer une entreprise, demandant des dizaines de milliers de dollars à chaque fois. Mais j'ai vu clair dans ses intentions et je ne lui ai donné qu'un peu d'argent à chaque fois. De manière inattendue, parce que j'ai refusé de lui donner de l'argent, mon fils a commencé à nous traiter mal, comme si nous lui avions fait du tort. Chaque fois qu'il revenait, il était froid et indifférent, repartant dès qu'il avait fini de manger, même lorsque nous lui demandions de rester plus longtemps. Il refusait sans cœur, disant qu'il était mal à l'aise de rester à la maison. Peu à peu, note M. Bernie, les actions de nos 2 fils nous ont rendus de plus en plus froids. Il y a 4 ans, ma femme a été hospitalisée pour une arthrose. Bien que les frais médicaux pour l'opération et le traitement aient été couverts par nous, ma femme souhaitait que nos fils viennent lui rendre visite. Cependant, ils ont tous évité de venir, comme s'ils fuyaient une peste. Aucun d'eux n'est revenu, comme si rendre visite à leur mère leur coûterait de l'argent. Au final, ils n'ont fait qu'un simple appel téléphonique, sans montrer de véritable inquiétude. Ce qui était à l'origine une opération simple
a causé à ma femme beaucoup de douleur. Pas une douleur physique, mais une douleur émotionnelle. Pendant son séjour à l'hôpital, les autres patients étaient accompagnés de leurs enfants, mais nous n'avions que l'un l'autre, ce qui était assez pitoyable. Bernie poursuit. Plus tard, alors que ma femme se remettait encore, je suis tombé accidentellement et me suis fracturé le pied. À ce moment-là, le dos de ma femme n'était pas en bon état et elle ne pouvait pas s'occuper de moi. J'ai voulu que nos 2 fils viennent s'occuper de nous, mais ils trouvaient toujours des excuses. L'un disait qu'il était occupé par son travail et l'autre prétendait qu'il ne se sentait pas bien. Malgré mes explications sur la gravité de ma condition, ils ont tous 2 dit qu'ils ne pouvaient pas venir. Désemparé, j'ai dépensé de l'argent pour engager un aide-soignant. Cependant, pendant ma convalescence, j'ai découvert par mes petits-enfants que mon fils aîné avait emmené sa famille à la mer pour des vacances et que mon fils cadet était parti en randonnée. Savoir tout cela m'a brisé le cœur encore plus que la douleur physique. Après avoir vécu de telles expériences, M. Bernie réfléchit. Les gens nous demandent si nous devons encore donner nos économies à nos fils. C'est pourquoi ma femme et moi avons progressivement lâché prise sur nos fils, ne comptant plus sur eux et ne plaçant plus nos espoirs de retraite entre leurs mains. Parce que nous sommes encore en vie et capables de prendre soin de nous-mêmes, s'ils nous traitent de manière si insensible maintenant, ce serait encore pire si nous ne pouvions pas nous occuper de nous à l'avenir. Par conséquent, nous avons décidé de garder fermement notre argent, sans donner un centime à nos fils. Même en cas d'urgence, nous réserverons suffisamment de fonds de retraite pour nous-mêmes. Si nous ne pouvons pas nous occuper de nous dans notre vieillesse, nous ne compterons pas sur nos fils, mais irons ensemble dans une maison de retraite. Bien qu'une maison de retraite manque de la chaleur familiale et des soins personnalisés, je crois qu'acheter des services avec de l'argent sera plus confortable et agréable que de compter sur nos fils. Peut-être que la situation de M. Bernie est rare, mais cela ne signifie pas qu'elle n'existe pas. Dans la société d'aujourd'hui, les relations humaines sont aussi fines que du papier, et l'affection familiale n'est plus ce qu'elle était. Surtout aujourd'hui, les jeunes poursuivent la liberté et le plaisir personnel, et il est rare de trouver quelqu'un totalement dévoué à ses parents. Ainsi, lorsque nous vieillissons, nous devons garder fermement nos économies de retraite. Si les enfants ont des difficultés, nous devrions les aider, mais pas trop. Tout le monde doit vivre les hauts et les bas de la vie, et les enfants doivent faire face à leurs propres épreuves. Ce que nous pouvons faire, c'est les aider dans la mesure de nos moyens lorsqu'ils rencontrent des problèmes. De nombreuses personnes âgées envisagent d'aider leurs enfants à élever leurs petits-enfants après leur retraite. Mais de nos jours, beaucoup de jeunes préfèrent élever leurs enfants eux-mêmes et ne souhaitent pas que leurs parents s'en occupent. S'ils n'ont pas de petits-enfants à garder, la vie de retraite peut devenir ennuyeuse. Avec une pension suffisante, la vie peut être gérable, mais sans cela, les gens peuvent devenir anxieux à l'idée de gagner plus d'argent. Beaucoup de personnes sont encore jeunes à 60 ans et peuvent travailler encore 5 ou 6 ans. Alors, quel type de travail peuvent-elles faire après la retraite? Aujourd'hui, je vais partager avec vous 4 types de métiers que les retraités peuvent encore exercer. Le premier type est la sécurité communautaire. De nombreux agents de sécurité dans les communautés sont des personnes âgées retraitées. Si vous êtes retraité et en bonne santé, vous pouvez postuler pour devenir agent de sécurité communautaire. Dans la communauté où je vis, plusieurs agents de sécurité sont des seniors retraités. Ils s'assoient chaque jour dans la guérite, lisent des journaux et appuient sur un bouton pour ouvrir la porte lorsqu'une personne passe. Le travail est relativement tranquille. Lorsque vous cherchez un travail de sécurité, essayez d'éviter les communautés haut de gamme, car elles peuvent avoir une gestion stricte et ne pas embaucher de seniors retraités. Il est préférable de rechercher des opportunités dans des communautés de niveau moyen à bas. Cependant, le travail de sécurité implique souvent des quarts de nuit. Mon oncle est devenu agent de sécurité après sa retraite et a dû travailler de nuit, ce qui peut être fatigant. Soyez prêts mentalement à cela.
Pour trouver un emploi dans la sécurité, il est préférable d'avoir quelqu'un pour vous introduire. Si vous n'avez pas de contact, renseignez-vous au bureau de gestion immobilière de la communauté. Le deuxième type est nounou. Madame Karine, âgée de 52 ans, a pris sa retraite il y a 2 ans avec une pension mensuelle de plus de 1500 dollars américains. Son mari est décédé il y a de nombreuses années et sa seule fille poursuit encore ses études de maîtrise. Comme les parents de Madame Karine sont en bonne santé, elle ne se sentait pas épanouie en faisant des petits boulots comme travailler dans un supermarché ou surveiller des magasins. Elle a décidé d'explorer d'autres options. Un jour, alors qu'elle était assise sur un banc en bas de chez elle, perdue dans ses pensées, elle a discuté avec une vieille connaissance qui lui a parlé de son inconfort dû à sa situation actuelle. Bien qu'il puisse encore prendre soin de lui-même, sa fille unique, mariée et vivant ailleurs, avait des enfants et il ne voulait pas la déranger. Il envisageait d'engager une nounou résidente, mais trouvait cela inutile, préférant chercher quelqu'un pour cuisiner et nettoyer chaque semaine. Madame Karine a réalisé qu'il pourrait y avoir de nombreuses personnes âgées comme lui dans sa communauté et a décidé de devenir une nouvelle sorte de nounou non résidente, offrant une aide ponctuelle. Elle a publié des messages dans le groupe de sa communauté proposant ses services pour cuisiner pour les personnes âgées ou aider les jeunes ayant besoin d'assistance. À sa surprise, elle a reçu des demandes de renseignements de la part des enfants de 3 personnes âgées dès le soir même. Elle a commencé par cuisiner des repas selon leurs préférences et les livrer. Finalement, elle a élargi ses services pour inclure le ménage et l'accompagnement aux rendez-vous médicaux. Après plus d'1 mois, Madame Karine a remarqué une demande croissante pour ce type de service parmi les personnes âgées qui se sentaient souvent négligées par leur famille. Elle n'avait pas seulement besoin d'un soutien matériel, mais désirait également de la compagnie et de la compréhension. Ses interactions avec les personnes âgées lui ont appris l'importance de l'empathie et de la communication. Elle a réalisé que de nombreuses personnes âgées voulaient simplement quelqu'un qui les écoute et apprécie leurs histoires. Avec le temps, elle a offert non seulement une aide pratique, mais aussi un soutien émotionnel, enrichissant sa propre vie. Après 6 mois, elle a invité d'anciens collègues à la rejoindre, formant une petite équipe pour fournir des services similaires, créant un environnement de soutien pour les personnes âgées et elles-mêmes. Le troisième type est de monter un petit stand pour vendre des produits. Si vous avez quelques économies, vous pouvez acheter un petit chariot et installer un stand à l'entrée des supermarchés ou des centres commerciaux pour vendre des fruits ou des collations. C'est une forme de travail indépendant, bien qu'avec un certain risque financier. Ce n'est pas conseillé pour les retraités ayant des fonds limités, car un échec est possible. Cependant, pour ceux qui apprécient l'indépendance et disposent d'un peu d'argent, cela peut valoir la peine d'essayer. Si vous avez un jardin et cultivez vos propres légumes, vous pouvez vendre vos produits sur le stand. Le quatrième type est de travailler comme plongeur dans un restaurant. Après la retraite, les femmes peuvent ne pas être en mesure de travailler comme agents de sécurité comme les hommes, mais elles peuvent envisager de laver la vaisselle dans les restaurants. Ma tante a trouvé un emploi comme plongeuse après sa retraite, travaillant dans un restaurant pendant les heures de déjeuner et de dîner, avec le reste de la journée libre pour se reposer. Cependant, le salaire peut ne pas être élevé. Des emplois similaires incluent les postes de personnel de ménage dans les hôtels. Après la retraite, si vous avez besoin d'un revenu supplémentaire, il est possible de trouver un travail. Avoir de l'argent procure un sentiment de sécurité et être financièrement indépendant est important pour les retraités. Cependant, il est crucial de trouver un travail à faible intensité pour éviter de trop se fatiguer, ce qui pourrait entraîner des problèmes de santé. La retraite doit être axée sur le plaisir de la vie, avec le gain d'argent comme une considération secondaire. Même si vous n'avez pas beaucoup d'argent, mener une vie simple et épargnée peut toujours vous soutenir. Enfin, je souhaite à tous mes amis retraités une retraite heureuse et épanouissante. Souvenez-vous,
Vous n'êtes jamais seul dans cette communauté. Si vous trouvez cette vidéo inspirante et motivante pour passer à l'action, commentez le chiffre 9. Sinon, commentez le chiffre 0. Votre avis compte beaucoup pour nous. Merci pour votre temps précieux.